Bonsoir à tous. On va démarrer dans quelques secondes. Je vous invite à rejoindre votre siège. On est contraint par le timing puisque nous avons pas mal de personnes en ligne pour cette session qui est diffusée en streaming. C'est bon ? Ok. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cet événement dédié aux perspectives de l'IA générative. Comme la tradition le veut, je vous souhaite une très bonne année avant de démarrer. Je ne vais pas tarder à vous présenter le programme de la conférence. Démarrer l'année par une conférence sur l'IA générative, ce n'est pas du tout un hasard. L'IA générative, elle est vraiment au cœur de la stratégie de Cegid, à la fois dans la façon dont on va vous accompagner en termes de pédagogie, mais aussi dans, bien sûr, nos produits. On partagera quelques cas d'usage ce soir. Avant de vous présenter le programme de cette soirée et nos différents intervenants, j'invite François Millot à se joindre à nous. Donc, François est directeur de la Business Unit Expert Comptable chez Cegid. Et François va nous faire une introduction du coup avant le programme. Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, d'abord, ravi de vous accueillir ici pour vous parler effectivement d'IA générative. Alors, vous et nous partageons en fait une passion, c'est celle des chiffres. Alors, nous, elle n'est pas très étendue, hein, c'est le 0 et le 1 globalement, et on fait quand même pas mal de choses avec le 0 et le 1. Et par contre, vous avez toute la palette des chiffres et vous faites donc forcément des merveilles. Alors, quand on rassemble ces chiffres, ça nous fait des nombres. Et ce soir, en fait, j'avais 6 nombres à partager avec vous et un numéro complémentaire. J'en vois qui sortent d'ailleurs leur cahier pour les noter. On ne sait jamais si c'était l'IA générative de Cegid qui nous permettait d'avoir les numéros du loto, ça pourrait être intéressant. Mais non, ce n'est pas ça, en fait. C'est des nombres qui concernent la profession. Alors, je vais vous les donner, ces nombres. Notez-les bien. Enfin, on va vous les commenter de toute manière. Donc, le premier, en fait, c'est le 36. Ensuite, vous avez le 38. Après, vous avez le 92. Puis le 69. Ça tombe bien. Ensuite, nous avons le 57, puis le 43. Et le numéro complémentaire, c'est le 24. Voilà. Donc, je vais vous commenter ces nombres. Alors, les deux premiers, ils concernent la profession comptable, vos homologues en Australie. Ils nous viennent d'Australie. Le 36, c'est un numéro prédictif. Voilà. Oui, on a un joli kangourou. Le 36, c'est un numéro prédictif. C'est le pourcentage de tâches de nature comptable qu'à terme, l'IA générative pourrait automatiser. 36%. Et ça, c'est une étude sérieuse, très sérieuse, de CPA Australia qui est arrivée à ce résultat. 38%, c'est toujours en Australie, c'est le taux de contraction du chiffre d'affaires de la profession australienne sur 8 années. Un taux de contraction qui est dû à l'arrêt de la profession suite à plusieurs reports de la facturation électronique. Pendant que la profession freinait, en se disant « bon, c'est reporté, on a le temps », d'autres acteurs accéléraient, notamment les banques, mais aussi des acteurs technologiques, et qui sont petit à petit venus grignoter tout un pan en fait, de la profession. Donc, ce qui veut dire une chose, alors, et sachant que c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, alors pas la contraction, hein, pas la contraction du chiffre d'affaires de la profession, mais le report, on a plusieurs reports de la facture électronique, le dernier vous le connaissez, on a le nouveau calendrier. Ce qui veut dire une chose, c'est que ce nouveau calendrier, il permet à certains acteurs qui vous sont extérieurs, et notamment les banques, je pense que vous pouvez le voir au quotidien, d'adresser des solutions ou des offres à vos clients. Et c'est pour ça qu'en fait, cette automatisation, il ne faut pas que vous freiniez, et plutôt que vous accélériez. Et l'IA générative peut être une solution. Ça tombe bien, parce qu'on a le 92% derrière. 92%, c'est la part d'entre vous, donc c'est issu d'un sondage en fait, du Conseil national de l'ordre des experts comptables et ECMA, c'est en fait la part des experts comptables qui considèrent que l'IA peut être une aide pour approfondir les missions traditionnelles.
92%. Vous êtes 92% à penser ça. Donc vous avez plutôt carrément, pas plutôt, mais vous avez une image positive de l'IA. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous s'en servent. Mais ça, c'est plutôt l'IA traditionnelle. Derrière, c'est vrai que la facture électronique, ça élargit l'espace-temps des experts comptables. Ça peut vous permettre d'aller traiter la facture bien en amont et d'avoir tout un tas de missions autour de ça. Et c'est vrai que là, l'IA, et notamment l'IA générative, peut vous permettre de mieux adresser ces missions. Et ça tombe bien puisque vous êtes 69% à considérer que l'IA et l'IA générative, pourquoi pas, peut vous aider à adresser de nouvelles missions. Ensuite, on a le 47%. 47%, toujours selon ce sondage du Conseil national, 47%, c'est ceux d'entre vous, dans la profession, qui n'ont jamais en fait utilisé une solution ou testé une solution d'intelligence artificielle générative, d'IA générative. Ce qui veut dire quand même, il faut regarder plutôt le côté positif des choses, ça veut dire que 53% d'entre vous ont testé. Mais dans ces 53%, et là on arrive au numéro complémentaire, dans ces 53%, vous êtes 24%, enfin les 24% des 53% l'ont fait dans un usage, on va dire, professionnel. Ça veut dire que le reste, en fait, a testé, mais on peut l'avoir sur son téléphone, etc., mais plutôt pour le tester, quoi, mais pas forcément dans un usage professionnel. Voilà, donc ce qui veut dire en fait qu'on a beaucoup de choses à voir avec l'IA générative, que vous êtes ouvert à ça, que c'est important en fait d'y aller pour ne pas vous faire doubler par d'autres acteurs. Et ça, là-dessus, vous pouvez compter sur Cegid. Vous êtes notre centre de gravité. Depuis la naissance de Cegid en 1983, la profession a toujours été au cœur de nos préoccupations et continuera à être au cœur, et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette session? On va explorer en fait le potentiel de l'IA générative. Et puis, ensuite, on va se projeter sur quelques cas d'usage que nous sommes en train d'implémenter. Alors, on va aussi aller plus loin, mais que nous pourrions implémenter dans nos outils. En tous les cas, nous avons commencé. Et puis, ça nous portera sur un calendrier que je vous préciserai en fin de réunion. Je vous souhaite, en tous les cas, une excellente réunion. Et puis, je me joins à Julie, effectivement, pour vous souhaiter en même temps une bonne année. Merci François pour cette intro engageante autour de la métaphore du loto. Donc pour suivre, on va combiner lors de cette conférence, lors des prochaines 45 minutes, différents formats, à la fois keynote et table ronde. On sera rejoint par André Brunetière, qui est le directeur produit et innovation de Cegid, et donc le responsable de l'intégration de ces modèles de Generative AI dans nos solutions, par Reda Beloued, qui est le directeur product management pour la business unit des experts comptables, et également par François Millot. Mais pour démarrer, j'ai l'honneur d'accueillir une personne à de multiples casquettes. Il est à la fois essayiste, magistrat, historien, élu local aussi, je crois. Donc, de multiples casquettes, c'est Raphaël Dohan. Raphaël Dohan a éprouvé la Generative AI, notamment avec la sortie d'un livre qui s'appelle « Et si Rome n'avait pas chuté », donc sur une thématique historienne. Il réconcilie en fait le futur et le passé. Et Raphaël Dohan va venir nous donner quelques clés de lecture sur les différents usages qu'on peut faire de l'IA générative. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous rejoindre ce soir. Vous étiez déjà avec nous à l'événement qu'on a organisé à Paris avant les fêtes. Donc on est ravis de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pourriez déjà, pour nos auditeurs ici et à distance, revenir en fait sur la différence de l'intelligence artificielle et la générative AI? Et puis aussi, je sais que vous êtes un optimiste comme nous, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir aussi, nous montrer en quoi finalement l'intelligence artificielle va améliorer nos capacités créatives. Merci beaucoup et je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter également une très bonne année 2024.
Alors, beaucoup de questions et je voudrais commencer d'abord par vous expliquer aussi pourquoi je suis ici alors que je suis à l'origine historien de l'Antiquité romaine, ce qui peut paraître un peu surprenant pour venir parler d'intelligence artificielle. Et en fait, pas tant que ça, parce que j'ai fait des études de latin et de grec, donc de texte en fait. Et il se trouve que ce qui m'a le plus fasciné depuis qu'on entre dans l'ère de l'IA générative, et donc notamment des modèles de langage, des modèles de synthèse de texte, c'est précisément cette capacité d'un ordinateur à créer du texte de toutes pièces. Et en lui demandant, nous-mêmes, en écrivant du texte, en parlant en langage courant, ce qui en fait, à mon sens, d'ailleurs, la technologie informatique peut-être la plus facile d'utilisation, en un sens, depuis l'invention de l'ordinateur personnel, du PC, et donc depuis en fait, assez longtemps maintenant. Voilà, on a un ordinateur, on a un software, on peut lui parler en langage courant. Il y a un développeur fameux de chez OpenAI, créateur de ChatGPT, qui dit que le nouveau langage de programmation à la mode, c'est l'anglais. Alors, ça pourrait remplacer par le français ou par n'importe quelle langue, mais c'est un peu ça l'idée, c'est que tout d'un coup, on a ouvert une possibilité de communiquer avec l'ordinateur par le biais du langage courant. Il se trouve que, du point de vue, alors moi, de mon background d'historien de littéraire, disons, c'était assez révolutionnaire parce qu'au fond, dans notre rapport au texte, à l'écrit, dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas eu tellement de révolution. Il y a eu l'invention de l'écriture qui nous a permis, bien sûr, de pouvoir lire des mots qui ont été écrits après qu'ils aient été écrits, après qu'ils aient été prononcés. On a bien sûr l'invention de l'imprimerie qui permet d'automatiser la copie de livres et donc de multiplier la connaissance et le savoir. Mais ensuite, je trouve que finalement, la révolution suivante, c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la capacité de créer du langage et du texte, de lire des textes qui n'ont pas été écrits directement par un être humain. Donc, c'est ça que je trouve assez passionnant dans cet outil, dans cette technologie, c'est que c'est à la fois quelque chose donc, qui est très simple d'utilisation, que tout le monde peut utiliser parce que c'est du langage courant, et en même temps, c'est un peu vertigineux parce que ça a l'air de venir remplacer des tâches qu'auparavant on ne pouvait faire qu'avec l'intelligence humaine et avec la singularité humaine. Donc c'est ça qui est, je trouve, le plus fascinant et ça que j'aurais essayé d'explorer. Parce qu'effectivement, c'est la question que vous posiez, il y a une grosse différence avec donc, les IA, disons, traditionnelles ou plus classiques, en tout cas celles auxquelles on était habitué il y a encore même 5 ans, avant qu'on parle autant d'IA générative. C'est que donc il y a d'une part l'accessibilité qui permet de l'intégrer dans n'importe quel outil, n'importe quelle utilisation, n'importe quel cas d'usage. Et aussi, ce qui va avec, c'est une forme d'imprévisibilité qui, par exemple, alors dans mon livre, parce que je vais revenir à ça, je me suis servi donc d'IA générative, d'un modèle de langage, pour essayer d'imaginer ce qui se serait passé dans l'histoire romaine si Rome avait connu la machine à vapeur. Ce qui n'est pas d'ailleurs totalement absurde, alors je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais il y a eu des prototypes de machines à vapeur faits dans l'Antiquité. Et donc mon idée c'était de voir dans quelle mesure ça aurait pu changer le cours de l'histoire si ces machines à vapeur avaient marché un peu mieux qu'elles ne l'ont fait en réalité. Et évidemment, pour faire un livre d'histoire correct, l'IA générative a un problème, c'est qu'elle est, disons, en principe, par défaut, elle peut avoir tendance à faire des erreurs, à ne pas savoir qu'elle dit des choses fausses. Pour un historien, c'est un peu embêtant. Mais il y a évidemment des moyens pour retourner ça en avantage. Alors, celui que moi j'ai trouvé dans mon champ d'application, c'était de réaliser donc un scénario imaginaire, hypothétique, pour savoir ce qui se serait passé dans une histoire d'un monde parallèle, en fait, dans une histoire qui n'est pas advenue. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux ou inutile, parce que ce qu'invente l'IA dans ce cas-là, c'est quelque chose qui va stimuler ma réflexion, qui va me faire penser à d'autres choses, qui va me donner des idées pour aller chercher d'autres aspects de connaissances, d'autres éléments de savoir. Et je pense qu'en fait, nous pouvons tous travailler sous ce mode-là, c'est-à-dire que ce défaut, disons, de l'IA générative, en fait, n'en est pas vraiment un, parce que justement, c'est ce qui lui permet d'être flexible, d'être créatif, et surtout de pouvoir prendre n'importe quel type de données, n'importe quel type d'information, de savoir, et de la transformer. Ce qui est extrêmement utile, et je pense, vous en parlerez mieux que moi plus tard, mais dans le cadre de la profession d'expert comptable, de pouvoir faire l'interface entre le monde du chiffre, dont vous avez parlé à l'instant, et le reste du monde, en fait, en un sens, l'IA générative a ce pouvoir de translation, enfin de transformation, de métamorphose. Justement parce qu'elle n'est pas totalement prédictive, en fait. C'est ça que je trouve très intéressant. Alors, moi, je pense que, et que c'est la manière dont je l'ai appliqué dans mon livre, l'IA n'est pas du tout amenée, en fait, à remplacer les êtres humains. Il y a évidemment des tâches
qui auparavant demandaient l'intelligence humaine, comme je l'ai dit, pour être réalisées, et qui maintenant peuvent être automatisées. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'on disparaît dans le paysage et qu'on peut être absolument remplacé par la machine, tout simplement alors pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est nous qui avons la maîtrise et même l'exclusivité de l'intention. Nous sommes les seuls à vouloir faire quelque chose. ChatGPT, il ne veut rien faire, hein, bien sûr. Un modèle de synthèse d'image, il n'a pas envie de dessiner. Il n'y a que nous qui voulons faire quelque chose et qui savons ce que nous voulons. Et donc ça, c'est en amont, en quelque sorte, du travail. Et puis en aval, c'est nous qui assumons et qui choisissons les résultats que nous voulons partager. ChatGPT, il peut générer à l'infini. On peut lui demander de refaire la réponse 100 000 fois à la même question. Il va toujours proposer quelque chose. Mais lui-même n'a pas vraiment la capacité de savoir laquelle sera en fait vraiment pertinente pour l'utilisateur. Et ça, c'est nous qui gardons toujours la main sur le résultat qui est produit. Et ça aussi, je pense que ça sera discuté également après, mais le fait que l'humain garde la main en fait, sur ce processus, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait que nous ne serons jamais vraiment remplacés, en fait, à la fois par l'intention en amont et par la capacité de choisir en fait, en aval. La deuxième raison, c'est que, pour laquelle je pense que nous ne serons pas du tout remplacés par les machines, c'est que l'IA, en fait, c'est vraiment d'exhausteur de créativité ou de productivité. Je pense qu'il y a de la créativité dans tous les métiers, pas seulement dans les métiers artistiques, et la productivité également dans tous les domaines. Et l'IA, justement, vient à la fois pour créer du contenu, c'est un peu, la pièce maîtresse de l'IA générative, c'est de produire du contenu de texte, d'images, de sons, de vidéos, mais également pour stimuler une réflexion critique. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, je m'en sers assez souvent pour demander à l'IA de critiquer une idée que j'ai eue ou un projet. Évidemment, nous, quand on vient d'avoir une idée, on se dit qu'elle est vachement bonne. Je suis assez fier d'avoir eu cette idée. Et psychologiquement, c'est très difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui voudrait venir la critiquer, essayer de voir ce qui ne va pas dans cette idée. Parce que précisément, on a envie de la défendre, c'est la nôtre. Évidemment, quelque chose comme ChatGPT ou un outil d'IA générative, lui, n'a pas tellement cette précaution-là, ne cherche pas à nous faire plaisir. Et donc, si on lui demande de trouver les meilleurs arguments contre une idée, eh ben, ça va donner des choses assez intéressantes qui permettent de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort. Des fois, peut-être qu'il n'y aura aucun bon argument, tant mieux, ça veut dire que c'était une bonne idée. Mais des fois, il y aura des choses intéressantes. Et de manière générale, donc, se servir de l'IA générative comme de quelque chose qui va stimuler la réflexion, nous mettre en difficulté, nous proposer d'autres idées qu'on n'avait peut-être pas vues. Parce qu'après tout, on parle souvent du fait que l'IA a des biais. Et c'est vrai, bien sûr, il y a des biais qui dépendent des données d'entraînement. Mais en même temps, ces biais ne sont pas les nôtres. Et nous aussi, nous avons des biais, chacun d'entre nous. Et donc, le fait de pouvoir échanger avec une sorte de machine à écrire ou à réfléchir qui n'a pas les mêmes biais que nous, et qu'il y en a d'autres, c'est assez intéressant en fait, et c'est une pensée un peu extraterrestre. Bien sûr que ChatGPT et les modèles de langage ne pensent pas comme les humains, mais justement parce qu'ils ne pensent pas comme les humains, c'est intéressant de pouvoir échanger avec eux parce que ça nous fait sortir de nos propres perspectives et c'est quelque chose qui est utile dans tous les domaines de l'activité humaine. Donc au fond, moi je pense qu'avec toutes ces perspectives, c'est une sorte de révolution industrielle qui va arriver, mais pour toutes les tâches qu'on peut dire cognitives. Toutes les tâches qu'auparavant, seul le cerveau humain était capable de les réaliser. Et je pense qu'il y aura donc des gains de productivité énormes, et ça veut dire qu'en fait, nous serons tous à la fois plus riches et plus puissants dans nos vies quotidiennes. C'est-à-dire nous pourrons avoir beaucoup plus de capacité, d'abord de temps à consacrer à ce qui nous paraît le plus important pour nous, donc la valeur ajoutée que nous consacrons à notre travail, elle pourrait être concentrée sur là où elle est la plus grande, plutôt que de passer du temps à des tâches qui étaient un peu répétitives, mais qu'on ne pouvait pas encore automatiser par la programmation traditionnelle auparavant, justement parce qu'il s'agissait de tâches un peu qui relevaient du bon sens ou d'une connaissance du monde réel, qu'aujourd'hui on peut beaucoup mieux simuler par la machine grâce en fait, au pouvoir de la statistique en réalité. Donc des gains de productivité un peu partout dans nos vies qui nous ressentent sur notre valeur ajoutée, qui nous rendent plus créatifs, qui nous rendent plus multiples en quelque sorte. C'est comme si nous avions chacun accès à une équipe derrière nous, derrière chaque personne, pour l'aider à réfléchir, l'aider à travailler, l'aider à grandir, à apprendre. Moi des fois je dis que ChatGPT c'est un peu comme avoir 1 million de stagiaires dans sa poche, et des stagiaires qui en plus font pas de faute d'orthographe. Et c'est comme ça. En fait, c'est pas quelque chose qui va remplacer le travailleur. Ils sont pas aussi bons que nous pour l'instant. On verra bien dans 100 ans. Mais imaginez ce que la société pourrait devenir si chaque personne avait accès à 1 million de stagiaires toujours disponibles. Et on peut faire des choses dont on ne rêvait pas auparavant. Donc voilà un peu tout ce qui me fait que je pense que là nous sommes vraiment à l'orée d'une sorte de révolution.
Il y a bien sûr des risques, je vais finir là-dessus rapidement, mais je pense que ces risques sont vraiment, d'une part, il est tout à fait possible de les surmonter, et d'autre part, je pense que ce n'est pas forcément ceux dont on parle dans le débat public ou dans les polémiques sur l'IA en général. Donc je ne crois pas qu'il y ait un risque de remplacement dans l'économie. Je ne pense pas que l'IA va non plus se révolter comme dans Terminator et décimer tous les humains. Il y a deux risques moi, qui me paraissent intéressants et importants. Le premier, c'est la rapidité de la transformation. C'est-à-dire qu'il se peut que tout ça aille assez vite et que des gens, j'ai dit que les êtres humains ne seraient pas remplacés, mais il y a des tâches qui vont donc être automatisées par de l'IA. Il ne faut pas que les gens dont les métiers sont tournent entièrement autour de ces tâches soient laissés un peu à eux-mêmes, alors même que la technologie va très vite en ce moment. Et donc il y a un travail d'accompagnement à faire. Alors là, c'est le travail des entreprises, de l'État aussi, des administrations publiques, pour faire en sorte de former, d'accompagner le changement, mais je suis absolument persuadé qu'on pourra très bien le réussir, et donc je ne crois pas, c'est un risque qui est réel, mais je crois qu'on pourra le surmonter. Le deuxième risque, il est peut-être plus difficile parce qu'il est plus diffus, c'est le risque d'une sorte de paresse intellectuelle, parce que à force de pouvoir déléguer des tâches de réflexion à la machine, peut-être qu'on finira par prendre le réflexe de ne jamais vraiment réfléchir par nous-mêmes, parce qu'on sait que, tiens, bon, je pourrais y réfléchir, mais ça demande un peu d'effort, alors je vais déléguer ça à l'IA, et elle fera ça très bien. Et même si c'est possible qu'elle fasse ça très bien, il n'empêche que réfléchir de temps en temps à des problèmes, c'est quand même quelque chose qui fait de l'hygiène intellectuelle. Et c'est un peu comme quand on va faire du footing, c'est pas parce qu'on a besoin de courir pour aller au bureau, c'est parce qu'on a envie de garder un corps en bonne santé. Et je pense qu'en fait, on va peut-être devoir se mettre à avoir les mêmes réflexes pour la partie, disons, cognitive de nous-mêmes, pour notre cerveau, parce que sinon, on risque de prendre des mauvaises habitudes de réflexion à force de trop déléguer. Donc ça, je pense que c'est un risque assez réel et il faudra que chacun se prenne en main en quelque sorte pour éviter ce risque-là, et particulièrement dans les métiers bien sûr aussi cruciaux que ceux que vous faites, où la vigilance humaine restera toujours aussi importante, et même si l'automatisation sera évidemment ouvre des perspectives énormes, il faut toujours garder à l'esprit cette importance-là. Donc voilà les risques qui me paraissent pouvoir advenir, mais en fait vous voyez que ces risques, c'est simplement le revers d'une médaille qui elle-même est particulièrement enthousiasmante. Moi je suis, comme vous l'avez dit, extrêmement optimiste sur tout ça, à la fois, et pourtant je viens donc d'une formation non pas de chiffres mais de lettres, lettres qui donc ont l'air d'être totalement remplacées par ChatGPT, mais vous voyez, je ne pense pas que ce soit en fait un drame. Je pense au contraire que nous avons un monde assez incroyable qui s'ouvre ici. Il faut s'en saisir le plus vite possible. Moi, j'invite beaucoup à tester, à explorer le plus possible avec ChatGPT. Il n'y a pas encore vraiment de manuel en fait pour savoir comment utiliser au meilleur escient l'IA générative. C'est un peu à chacun de voir quels sont les cas d'usage qui pourront être les plus pertinents. Et pour ça, il faut fréquenter l'outil. Alors, grâce aux outils de Cégide, ce sera bientôt possible et vous en parlerez tout à l'heure. Mais je pense que la pratique, la fréquentation, l'usage récurrent par chacun de ces outils-là, c'est vraiment essentiel. En plus, là, on a une fenêtre qui s'ouvre pendant quelques mois, quelques années, où justement, c'est encore nouveau et tout le monde cherche un peu comme ça à trouver la voie. Et tout le monde voit aussi comment marchent ces outils, parce que là, on les voit à leur état un peu brut, ça vient de paraître. Il sera un moment où ce sera tellement intégré dans tous nos outils qu'on finira par plus vraiment savoir comment ça marchait à l'origine. Et je pense que c'est important de pouvoir profiter de ce moment exploratoire, de ce moment un peu de découverte, pour bien comprendre les enjeux, les limites et les possibilités pour plus tard, dans 10 ans, enfin dans 5 ans, dans 10 ans, s'en servir encore au mieux possible. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction de ces discussions. Et je vous remercie encore pour votre attention et votre écoute. Merci Raphaël. Merci beaucoup Raphaël. Merci pour d'avoir posé le décor ainsi avec enthousiasme. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que quel que soit le background, quel que soit l'ADN, on réconcilie en fait ce soir le monde des chiffres et le monde des lettres. Chacun peut s'engager à sa mesure avec l'IA et ça c'est une perspective qui est très réjouissante. On va basculer maintenant on va revenir un peu plus tard sur les notions que vous avez abordées, l'automatisation, la productivité, la notion de discernement aussi et le fait que les personnes qui utilisent l'IA sont vraiment aussi garantes du résultat. Mais avant ça, on va plonger dans le potentiel le plus concret de l'IA avec André Brunetière qui va nous rejoindre et qui va nous exposer en fait la façon dont l'IA générative va être intégrée dans les produits Cégide.
Donc bonjour à toutes et tous, et très bonne année également. Donc on va parler... Alors, il faut que je fasse ça aussi. On va parler de... On va faire un aller-retour en fait entre l'IA dans vos métiers, l'IA dans les produits, et enfin on va le faire plusieurs fois parce que l'un et l'autre se répondent. Je vais commencer par l'IA dans un produit de production. Et pour commencer, il faut qu'on regarde un peu ce que c'est qu'un produit de production. Un produit de production, ça fait quoi? Ça va chercher des données, ça les vérifie, ça fait des calculs dessus, ça les met en forme suivant des formes établies qui vont être des reporting, qui vont être des liasses, qui vont être des déclarations d'une forme ou d'une autre. Et tout ça se fait aujourd'hui dans un permanent aller-retour entre une personne et la machine. Alors, cet aller-retour, il est permanent, mais d'une certaine manière, de moins en moins permanent. C'est-à-dire cette idée de saisir les données à l'écran, par exemple, qui, si on se met 10-15 ans en arrière, était une grosse occupation de tout utilisateur d'une solution de gestion, en particulier d'un collaborateur de cabinet, est quelque chose qui, avec le temps, diminue parce qu'on sait capturer l'information sans avoir besoin d'avoir un opérateur qui est devant le clavier pour la rentrer. Ça, il n'y avait pas besoin d'IA, il y avait besoin d'un peu d'algorithmique pour aller lire quelques informations dans des factures, mais on n'avait pas besoin de rentrer dans des modèles d'intelligence artificielle. On y est néanmoins rentré pour aller plus vite, être plus efficace et pas avoir à imaginer toutes les règles qui permettaient de comprendre un document, mais de rentrer dans une logique où trouver la réponse la plus probable, parce que c'est un peu l'idée de l'intelligence artificielle, c'est plus de raisonner de façon, il n'y a qu'une seule vérité, c'est raisonner quelle est la vérité la plus probable à ma question. Donc effectivement, ça permettait d'aller plus vite, et ça permettait d'aller à l'étape suivante, c'est non seulement j'acquiers l'information sans faire intervenir l'utilisateur, mais je vais plus loin, je la vérifie. C'est-à-dire que je analyse des cohérences entre les différentes choses et je suis capable de vérifier que finalement tout ce que j'ai saisi est cohérent par rapport aux règles de mon métier, qui sont les règles de comptabilité, les règles fiscales, etc., etc. Donc là aussi, on a commencé à utiliser de l'intelligence artificielle. Il y en a dans nos produits. Ça a commencé dans l'ordre historique chez nous avec Cegid-Loop. Il y en a aussi dans Cegid Conciliator. Et plus on avance dans le temps, plus on pousse le curseur du côté de la machine sur toutes ces tâches d'acquisition de données et de contrôle. Pour les tâches de calcul, en fait, ça fait longtemps que c'est la machine qui s'en occupe. C'était même le premier objectif d'un logiciel, c'était de faire les calculs. Donc effectivement, on voit bien que petit à petit, sur tout ce qui est basique, mais finalement qui était l'utilisation d'un produit, on enlève le rôle de l'utilisateur. Alors on appelle ça la robotisation, on appelle ça l'automatisation, et ça nous pose une question à vous comme à nous. Donc à vous, c'est à quoi ça sert d'avoir des collaborateurs. À nous, c'est à quoi ça sert d'avoir des logiciels s'il n'y a personne pour s'en servir. Parce que ça devient quoi un logiciel où il n'y a personne qui s'en servait? Ça devient un moteur, un système d'exploitation, etc. Mais quelque chose qui fait plein de choses, mais comme on n'en voit pas vraiment la valeur, c'est plus compliqué à vendre, c'est plus compliqué même à se représenter. Et donc, ce qui nous a beaucoup amené à réfléchir, notamment avec l'IA générative, c'est de dire, on a ce problème devant nous, c'est plus on automatise, moins on rend évident le sens du produit, pas la valeur, parce que la valeur, elle est là, il fait les calculs, il fait tout à la place de ce que faisaient des humains auparavant, mais le sens. Et cette idée qui arrive avec l'IA générative, qui est de dire finalement, quand je lui donne de l'information, il me construit, non pas de l'information justifiée, mais il me construit du sens. C'est-à-dire, et je vais vous présenter un exemple après, et Reda vous en donnera un certain nombre d'autres, c'est, alors l'exemple typique de ChatGPT, c'est je vais lui poser une question, et il va me construire une réponse, contrairement à Google qui va me donner une réponse, genre voilà la réponse la plus ressemblante que j'ai trouvée dans ma base de connaissances,
sur ta question, là, c'est je prends ta question et je crée du sens en allant chercher moi-même la connaissance plus ma capacité à créer du langage. Et là, on s'est dit, là, on peut créer quelque chose. Parce que une fois qu'on sait faire toutes ces choses basiques, capturer, contrôler, compter, formater, reporter en bon français, on a certes remplacé beaucoup de tâches, mais on est encore très loin de tout ce qu'on pourrait faire pour qu'une entreprise soit bien gérée, pour l'éclairer sur son avenir, et qu'on fait peu, d'abord parce qu'on n'a pas le temps, ensuite parce qu'on n'a pas vraiment créé la demande sur le marché. Et donc là, avec cette approche de l'IA générative, il y a certainement des choses à faire. Je vais prendre un exemple, c'est dire, non, au lieu de lui poser des questions sur toutes les informations qui sont dans Google, je vais lui poser des questions sur les informations qui sont dans mon système. Donc lui dire finalement quels sont sur tel produit sur lequel je fais des factures tous les mois, quels sont les mois qui sont différents des autres, où tu analyses que par rapport à la tendance moyenne, il y a des écarts et tu peux me les mettre en évidence et je peux aller en parler à mon client. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire et qui sont juste la première étape, qui est juste de dire je pose des questions sur les données, il m'apporte des réponses. Mais on peut aller encore plus loin, c'est je pose des questions sur des données et en conséquence, je lui donne des instructions pour en créer d'autres. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, et c'est un des points que je mets là, c'est de plus en plus, l'utilisateur utilise une capacité plus qu'un produit, puisqu'en fait, il crée sa propre expérience en fonction des questions qu'il a posées, au lieu de se dire, de toute façon, le logiciel, il sait faire qu'une chose, avec des règles du jeu qui sont dans son mode d'emploi, et je peux faire que ça avec. Donc il y a vraiment quelque chose de vraiment intéressant sur l'IA générative, en termes de, une fois qu'on l'a entraîné sur les modèles qui sont les modèles du métier, et qu'on lui donne en plus à manger les informations de mon propre contexte, qui va être une entreprise en particulier, toutes les entreprises de mon cabinet, mes propres données de cabinet, mais pourquoi pas demain toutes les entreprises de France, en vision bien évidemment plus anonymisée pour pouvoir faire des comparaisons. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est la personnalisation de l'expérience. L'autre point aussi, c'est que dans tout ça, Raphaël l'a dit, c'est finalement, ça n'a jamais été aussi facile de faire d'utiliser de l'informatique que le principe de la conversation. Donc on crée beaucoup plus d'autonomie de l'utilisateur parce que non seulement il peut pouvoir demander des choses, mais ça va même plus loin, c'est quand il ne sait pas quoi ou comment demander, il peut juste dire mais comment te demander ça ? J'aimerais faire telle chose, j'aimerais avoir une analyse de la part de marché de tel client par rapport à les autres dans la région, comment je pourrais faire ? Et là, il va proposer une méthode ou ce genre de choses. Je vous conseille, si vous avez commencé, j'imagine, tous avez dû commencer à bricoler un peu, au moins avec ChatGPT, d'essayer ce genre de choses. Mais il n'y a pas toujours que des choses pertinentes, mais il y en a quand même pas mal qui donnent envie de tiens, je vais essayer, c'est un truc intéressant. Et donc c'est vrai, il y a cette vraie autonomie de l'utilisateur. Maintenant, il y a ce problème qui est souvent évoqué, c'est OK, mais comment puis-je croire aux réponses. Et c'est pour ça que j'ai mis cette question d'assurance au milieu, parce que c'est probablement le cœur de notre métier de demain. C'est comment pouvons-nous, au-delà de ce que font ces outils, on va pas réinventer un ChatGPT, un CJ de ChatGPT, on va plutôt utiliser ces outils, mais travailler à la fois en amont et en aval. En amont pour lui donner des informations, en aval pour traiter l'information qui sort, de manière à vous donner le niveau d'assurance suffisant que la réponse est valable. On donnera aussi d'autres types d'assurance, c'est que toutes les informations que vous avez apportées, elles restent dans un ensemble circonscrit si elles doivent le rester, soit pour des raisons RGPD, soit juste pour des raisons de confidentialité d'activité. Donc, mais effectivement, on aura ce réel travail-là.
J'ai réfléchi à ce que je pourrais vous présenter et j'avais fait une première présentation quand on a fait à Paris qui était un modèle très classique d'activité du cabinet qui était, j'avais donné une facture à lire à ChatGPT, puis je le questionnais sur ce qu'était la facture. Et puis je me suis dit, en fait, c'est une chose qu'on fait déjà tellement que même si c'est amusant à voir, on se dit c'est pas mal, mais on se dit finalement, la démo, elle prend plus de temps que ce qu'on fait dans la vraie vie sans se servir de ChatGPT. Donc j'ai pris un autre cas qui n'est pas exactement un cas de l'activité d'un collaborateur de cabinet, mais plus de l'activité d'un manager en général, c'est gérer la campagne d'augmentation de mes collaborateurs. Et donc le principe, c'est de se dire, au lieu d'ouvrir mon Excel et de travailler dans mon Excel, je vais donner mon Excel à manger et travailler avec l'outil d'IA générative, en l'occurrence ChatGPT, pour faire ce que je veux sur ce fichier Excel et puis le récupérer à la fin. Donc là, on peut lancer la vidéo parce qu'elle n'est pas sur le PowerPoint. Donc le principe, je prends un fichier salarié où il y a un certain nombre d'informations, je le charge dans le ChatGPT. Première chose, je lui demande qu'est-ce que c'est. Donc en fait, il est capable il sait ce que c'est qu'un fichier Excel parce qu'il a été entraîné sur ce type de modèle-là. Donc il va analyser l'ensemble des champs. Comme ils sont écrits dans une langue qu'il connaît, il y associe le sens qu'il connaît. Et donc ça permet d'avoir un certain nombre de choses. Et je lui dis, bon, très bien. Première chose, calcule-moi la masse salariale. Donc il sait faire des additions. Et là, je lui dis, tiens, ça m'étonne parce que je pensais que mon équipe, elle me coûtait moins cher que ça. Et donc, est-ce que tu veux me dire s'il n'y a pas un problème dans mon fichier? Et là, il me dit, tes employés sont payés un certain chiffre. Il y en a un qui est payé 358 000 € par an. C'est beaucoup plus que les autres. Effectivement, je dis, ben oui, effectivement, c'est pas 357 000, c'est 35 700. Et donc là, il me dit, ben, je corrige, je te recalcule la masse salariale. Et là, je dis, maintenant, moi, je vais faire ma campagne d'augmentation. Donc, j'ai fixé un certain nombre de règles. Donc, je vais dire, tu mets 10% sur ceux qui ont eu une évaluation plus à leur entretien annuel, 5% sur ceux qui ont eu plus, et en plus, une mesure pour les bas salaires, c'est 3% pour tous ceux qui ont en dessous de 35 000 € je crois que c'est ça, 35 000 € de salaire fixe. Donc, est-ce que tu peux me recalculer tout ça? Donc, il me le fait. Il me calcule ma salariale. Je dis, tu aurais pu me donner les pourcentages. Il me le donne. Je lui demande une dernière chose, c'est l'égalité de traitement entre femmes et hommes. Est-ce qu'il peut me la faire globalement et par profil de poste? Donc on voit bien que c'est un jeu fictif puisque les femmes sont plus payées que les hommes. Donc, Et la dernière chose que je lui demande, c'est est-ce que tu peux me faire un résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et me donner la version complète du fichier avec nos corrections et simulations. Et donc, il va me faire tout le travail. Et vous allez voir l'intérêt de faire ça, parce que c'est juste après. Et avant d'y venir, bon, parce que là, il va raconter tout ce qu'il a fait. Ce que je cherche à vous montrer, que finalement, c'est on peut piloter, parce que j'ai pris Excel, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bien, mais au lieu de mettre Excel, on met un logiciel de gestion, on peut très bien faire un certain nombre de ce même chose. Donc à la fin, ça m'a donné le fichier Excel. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que je dis maintenant,
je vais te donner un deuxième fichier. Si tu as le sentiment qu'il est le même type que le premier, tu fais directement toutes les opérations. C'est-à-dire, je lui donne une instruction de robotisation. Et donc, voilà, il réenchaîne les opérations. Donc, je ne vous cache pas que c'est quelquefois, ça m'arrive quand je m'en sers, c'est « Ah non, c'est pas possible, il est incroyable ». Parce que quand je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais me sortir le fichier Excel ?» Je lui dis je vais toujours tenter, et boum, il le fait. Donc, c'est assez vertigineux parce qu'on se rend compte que en fait, quand on comprend la mécanique, on se dit, bah oui, pourquoi il ne le ferait pas? Mais effectivement, à chaque fois, on se rend compte que la plus grosse limite, c'est d'oser lui poser les questions. Et parce qu'effectivement, derrière, il y a certaines choses. En revanche, là c'était, j'y ai fait attention, mais là où ça, c'est le logiciel d'enregistrement des vidéos, donc c'est autre chose. Là, en revanche, ça a été un petit peu plus laborieux. C'est dans l'apprentissage. Au début, parce qu'il est américain, il pense que les virgules, c'est des séparateurs de milliers et pas des séparateurs de décimaux. Donc, il m'avait tout multiplié par 1000. Et donc, il faut lui dire, non, dans mon fichier, il y a une règle. Quand tu vois une virgule, ça sépare des entiers des décimaux et pas des milliers. Donc, et là, bon, d'accord. Mais il y a un certain nombre de choses comme ça qu'on est obligé de leur apprendre. Et ça, c'est exactement ce que nous, éditeurs, on doit faire. C'est en fait, ce que ça va amener, c'est si demain, on imagine un outil de prompt, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est-à-dire un champ texte, où vous, utilisateurs, vous tapez quelque chose qui va interagir avec nos solutions pour vous rapporter quelque chose. La première chose qu'on va faire, en fait, c'est pas donner directement votre instruction à l'outil d'IA générative, mais c'est rajouter plein de choses dedans. C'est ce qu'on appelle faire du prompt engineering, c'est-à-dire on va rajouter du contexte, on va des fois rajouter du sens en vous posant des questions si la demande est trop ambiguë et peut y avoir plusieurs façons d'y répondre possibles. Mais on a donc tout ce travail en amont parce que, comme c'est un système probabiliste, la probabilité que la réponse soit bonne est très dépendante de la quantité d'informations qu'on met dans la question. C'est-à-dire, si on met très peu d'informations, il va soit donner une réponse très générale, soit s'il n'en trouve pas, il va donner une réponse qu'il a inventée, donc avec une faible probabilité qu'elle soit exacte. Si on le dit, sachant que, qu'est-ce que tu peux me dire? Il va être probablement beaucoup plus exact dans sa réponse. Donc effectivement, dans le travail qu'on va faire nous, c'est enrichir en permanence la demande pour être sûr d'avoir d'une part une réponse pertinente, au sens ça répond bien à la question ou comme on dit à l'intention de l'utilisateur, et en plus exact. Donc, par exemple, je voudrais comparer la santé de mon client à la santé en général des clients du même secteur dans la même région. Si on fait ça, nous on va dire dans le prompt engineering, ça veut dire qu'il faut qu'on aille récupérer des indicateurs macroéconomiques, soit qu'on trouve sur Internet, soit qu'on crée par nous-mêmes. Et on va mettre tout ça comme information afin qu'ils puissent donner une réponse qui n'est pas comme je ne savais pas, je t'ai inventé quelque chose. Ce qui est quand même le principe de fonctionnement de ChatGPT, c'est quand je ne sais pas, j'invente quelque chose en te disant peut-être que j'ai inventé. Quand même, il prévient. Et l'autre point, c'est aussi qu'on ne donne pas systématiquement la réponse qui sort de l'outil d'IA générative. On peut là aussi l'enrichir, l'itérer, c'est-à-dire sans se dire c'est finalement, elle a encore une imprécision, une probabilité d'être fausse significative, et donc on réitère parce qu'on remet des éléments, etc. Et c'est tout ce travail-là qu'on va faire en utilisant effectivement ces outils qui ont... C'est pas qu'ils ont coûté cher en développeurs pour être créés, c'est qu'ils ont coûté cher en machine. En fait, un système comme OpenAI, etc., a coûté des centaines de millions de dollars de cloud pour créer le modèle.
Et ça, c'est pas même si on commence à être une boîte importante, mais pas à acheter des centaines de millions de dollars de machines juste pour créer un modèle. Donc on va vraiment être dans ce travail-là, avec cette idée de comment demain, sur un certain nombre de sujets, on va pouvoir créer une expérience pour certains profils d'utilisateurs pour aller soit à l'exploration des données, donc ça c'est plutôt pour des utilisateurs experts qui ont envie d'aller chercher des choses, soit dans la gestion de la vie quotidienne dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on commence à réfléchir sur des solutions de gestion administrative du personnel, c'est demander ses congés par un assistant conversationnel et interagir avec lui jusqu'à aller manager le workflow d'autorisation du manager, etc. Parce que c'est finalement des cas assez simples à construire. Et ça, c'est plutôt pour tout le monde. Alors que si on veut aller faire de l'analyse de données par prompt, ça va plutôt être pour des experts. Donc voilà, on est vraiment sur ces divers domaines-là. Il y a d'autres sujets qu'on va aussi creuser. Je ne vais pas trop les développer parce que j'en laisse un petit bout à Reda qui est pour derrière. C'est en fait, on a toujours fait dans nos produits, on a toujours analysé les chiffres. Là, on peut analyser les lettres. Et dans les défis de l'avenir, il y a comment demain aller extraire de l'information de ce qui est dans les lettres. Donc le meilleur exemple, c'est les corps de facture. Et par rapport à des nouvelles questions qui se posent, celle qu'on entend le plus aujourd'hui, c'est notamment l'empreinte carbone. C'est-à-dire, elle n'est pas explicitement un champ chiffre dans une facture, mais on peut récupérer dans la partie lettres un certain nombre d'éléments qui permettraient de donner une réponse. Donc voilà, c'est comment on pourrait être amené à faire ce genre de choses. J'en dis pas plus pour laisser à Reda de quoi dire 2-3 choses. Voilà. Merci de votre attention. Merci André. Bah, tu peux rester puisqu'on va démarrer la partie table ronde. Merci beaucoup pour cet exemple hors contexte. C'est aussi chouette de pouvoir sortir du contexte. Mais là, je vous propose qu'on rebascule dans le contexte des experts comptables, dans votre contexte, pour aborder ensemble quelques cas d'usage qu'on a déjà mis en œuvre, qu'on va mettre en œuvre, et puis pour aborder aussi la question de l'acculturation, la vôtre, celle de vos collaborateurs, celle de vos clients aussi, et qu'on revienne également sur la notion de conformité. Alors François, ma première question est pour toi. Une brève question d'introduction. D'ailleurs, je vois que le temps court, donc je te mets au challenge de me répondre par un mot et un commentaire. Tu as choisi de réunir ce soir expert métier, expert marché, un historien aussi. Est-ce que tu peux nous résumer en un mot la posture de Cégide vis-à-vis de l'IA? C'est une gageure. En un mot. Donc oui, un mot, ça serait en fait promouvoir. C'est vrai que pour moi, je peux en faire plusieurs après. J'ai dit un mot et un commentaire. Et un commentaire. Donc non, promouvoir parce que c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure du risque qu'a la profession en fait de ne pas automatiser. Elle a aussi beaucoup d'opportunités à le faire, notamment avec l'IA générative. C'est vrai c'est une profession, la profession est une profession du chiffre, qui n'est pas forcément des plus à l'aise avec l'écrit, même si vous écrivez tous très bien, mais ça peut permettre en fait d'augmenter justement en fait cette valeur de la profession avec l'IA générative. Ça, je pense que c'est une chose très importante. Donc promouvoir la profession, promouvoir aussi à travers des interfaces. Il ne faudrait pas en fait que d'autres acteurs doublent la profession avec des interfaces qui vont être très intuitives pour certaines générations, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait on a intérêt à mettre à votre disposition des interfaces, parce que nous, notre objectif, c'est de promouvoir l'IA générative dans nos outils pour que vous puissiez, vous, derrière, les mettre en facial avec vos clients. Voilà. Et donc c'est aussi promouvoir votre attractivité. Parce que vous allez avoir des jeunes générations, des nouvelles générations, mais pas que des nouvelles d'ailleurs, mais qui vont vouloir des outils qui soient modernes ou qui correspondent à leurs usages. Donc voilà, c'est à travers la promotion, donc promouvoir la profession, promouvoir l'usage de l'IA dans nos outils et promouvoir en fait vos collaborateurs et votre attractivité auprès des collaborateurs.
C'est en un mot. Oui. Merci beaucoup François. Reda, maintenant je vais m'adresser à toi. Donc on voit bien que la Generative AI n'est pas une techno du futur, mais bien du présent. ChatGPT a 1 an, il n'y a pas que ChatGPT. On assimile souvent ChatGPT à la Generative AI, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des technos qui florissent, verticalisés. Nous, Cegid, on a intégré l'intelligence artificielle depuis déjà longtemps. Avant de nous présenter les cas d'usage, est-ce que tu peux nous faire une rétrospective rapide sur les modèles qu'on a déjà intégrés dans nos solutions ? Très rapidement, historiquement, on a intégré dans Loop, Cegid Loop, 20 modèles à peu près d'IA, d'intelligence artificielle, notamment pour reconnaître si c'est une facture ou pas une facture, reconnaître ce qu'il y a dans la facture et reconnaître aussi comment je vais traduire cette facture-là en écriture. Donc ça, il y a quelques années, on a travaillé dessus. On a commencé très très bas par des choses très très basiques sur des factures simples. Et puis on a amélioré cet apprentissage-là au fur et à mesure qu'on avait plus de flux et surtout plus de comportements des collaborateurs qui ont changé pour alimenter ces robots-là. De 20 modèles d'IA, on est redescendu à 5-6 modèles qui fonctionnent aujourd'hui parce qu'en fait on a testé, et c'est normal, il faut bien tester. S'il y a des images, qu'est-ce qu'on fait avec l'image, etc. Et ça coûte beaucoup de les maintenir. Donc en fait, aujourd'hui, on arrive à peu près 5-6 modèles qui fonctionnent pour pouvoir traduire la facture. Et ça, on l'a fait depuis plusieurs années maintenant. Et ça nous a permis d'apprendre et surtout de construire l'architecture de Loop autour de microservices, nous permettant aussi de rentrer dans cette nouvelle ère qui est l'ère de la Generative AI. Pour ce qui est d'aujourd'hui et les exemples sur lesquels on se penche, donc le fait que Loop soit en microservices, soit apaisable un peu partout, nous permet en fait de faire le même exemple qu'André a fait, mais à travers l'application. L'application va être appelée, ou certaines briques d'application vont être appelées, certaines fonctionnalités vont être appelées par le prompt, comme André vous l'a montré, mais à l'intérieur de l'application. Les cas d'usage que l'on a développés, sur lesquels on se penche, comme tu l'as dit François, c'est que il n'y a pas beaucoup de lettres dans la profession. Les collaborateurs n'utilisent pas beaucoup la partie lettres. Quoique, si on regarde un petit peu, là on va retrouver un peu de verbal dans l'activité du collaborateur. Ça peut être, lorsqu'il révise, les commentaires qu'il va apposer sur les révisions. Ça peut être l'annexe. Ça peut être les états de restitution du bilan. Le rendez-vous bilan, il y a bien évidemment une partie état de restitution. Donc, et avant d'arriver à cette partie restitution, il y a aussi quelque chose qu'on a beaucoup remarqué, c'est l'interprétation de la facture sur le comportement des collaborateurs dans l'interprétation de la facture faite par le robot. Les collaborateurs, quand il y a une proposition faite par le robot comptable de l'imputation de l'écriture, souvent, ce qu'ils retouchent le plus, c'est le libellé des écritures. Et en fait, le libellé des écritures, au-delà de la partie carbone, en fait, on peut demander à la Generative AI de proposer un libellé d'écriture qui soit au plus juste par rapport au contenu intégral de la facture. Les résultats sont bluffants et on les a déjà mis en place en pilotage. Donc ça, c'est un premier cas sur lequel on arrive à enlever en fait, le temps passé par le collaborateur d'aller recliquer, changer l'écriture. Et souvent, chaque collaborateur en plus aime bien avoir des libellés propres à lui. C'est hyper subjectif. Donc les propositions qu'on en a eues avec la Generative AI sont assez bluffantes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toute la partie révision, les commentaires dans les cycles de révision, les synthèses de supervision, etc. L'idée, c'est de les augmenter, puisque c'est du verbal, c'est du texte, c'est de l'analyse, les chiffres sont déjà arrêtés. On tient à cœur de ne pas faire de calcul ou d'analyse poussée sur des chiffres à calculer par la Generative AI, parce qu'on tient à ce que les chiffres définitifs sortent des outils de prod, parce qu'elles sont passées par plusieurs contrôles. Et donc, on préfère dire à l'outil de prendre les chiffres tels quels et d'améliorer les commentaires qui ont déjà été faits par le collaborateur.
là aussi, ça c'est un point sur lequel on travaille actuellement. Le dernier point que l'on souhaite, sur lequel on souhaite travailler, c'est plus pour la partie entreprise cette fois-ci. Côté entreprise, avec l'outil Cegid Business Connect, on travaille sur un agent d'utilisateur tourné entrepreneur qui va permettre en fait une expérience un peu différente de juste avoir un espace de stockage de données ou un outil de facturation. L'idée, c'est que dans Cegid Business Connect, on puisse avoir un assistant permettant de faire des actions complémentaires par rapport au quotidien du collaborateur, de l'entrepreneur, pardon, l'entrepreneur final. Typiquement, sur une des offres connectées à Cegid Business Connect qui s'appelle Bobby, l'idée, par exemple, c'est l'artisan BTP, il puisse faire son devis à l'oral. Il est dans son chantier, il va dicter son devis et le devis est préparé directement par la Generative AI qui va le proposer jusqu'à l'envoi directement. Et c'est un échange oral sur son téléphone. Ça fait partie des choses qu'on est en train de livrer pour la partie entreprise. Et pour finir, toujours sur la partie entreprise, on estime qu'on peut augmenter l'expérience de l'entrepreneur sur ce portail-là. Et du coup, on travaille sur collecter l'intégralité des données à travers ce portail-là, les analyser de manière fine pour pouvoir proposer des actions. Non pas aujourd'hui, mais peut-être dans un temps ultérieur. Typiquement, un contrat de leasing qui est passé par Cegid Business Connect, qui est stocké dans la GED, il arrive au bout de 3 ans à échéance. L'idée, c'est de proposer à la TPE directement des offres pour pouvoir directement aller chercher la meilleure offre du web 3 ans après, lors de la fin du contrat. Donc ça, ce sont les pistes sur lesquelles on travaille. Ceux sur lesquels on est bien avancé, c'est vraiment la partie comment j'augmente l'expérience de mon collaborateur quotidienne sur l'outil de prod comptable, à savoir Loop. Donc on a commencé par la génération des écritures avec la GenAI, on va toucher la révision. Et sur la partie TPE, on est en train de lancer les chantiers. Oui, vas-y, j'allais te le proposer. C'est vrai que ce que présente Reda, c'est assez grisant. Enfin, moi, je vis ça. Enfin, je suis un directeur heureux parce que je vis ça un peu tous les jours. C'est-à-dire que là, ils sont en train en permanence travailler. Parfois, je reçois des appels ou des messages à minuit ou 11h30 pour dire « regarde ce qu'on a trouvé ». Et, etc., etc. En fait, on vit une période en fait, assez galvanisante. En fait, on est conscient qu'on ne peut pas passer à côté. Après, toute la complexité, c'est comment mettre toutes ces technologies dans un outil de prod sans avoir l'effet pouf, l'effet oh, bon, c'est un assistant, ou l'effet où ok, c'est très bien de l'avoir, mais ça m'aide pas tous les jours. Parce qu'on peut l'avoir. Moi, j'ai ChatGPT, je l'utilise, mais c'est pas tous les jours, c'est pas pour mes tâches quotidiennes. Mais c'est toute la complexité. C'est comment toutes ces technos peuvent être embarquées dans l'outil de prod pour augmenter améliorer le quotidien du collaborateur, non pas le remplacer, l'améliorer. Et je pense, ouais, c'est bon. Je pense que, je suis pas sûr. Ah si, ça y est. Je pense que là-dessus, en fait, il y a une partie du chemin qui est de votre côté. Je vais essayer de m'expliquer. Je reprends l'exemple des commentaires de plaquettes. Nous, on va développer ce qui permet la génération d'un commentaire de plaquette en étant sûr qu'il, entre guillemets, ne déconne pas sur les chiffres qu'il analyse, etc. Ce qui va rester du côté utilisateur en matière de personnalisation, c'est par exemple, vous voudrez bien rajouter dans le prompt, je vais présenter ça aux associés qui sont 3 associés d'une start-up qui viennent tous les jours en basket, jean au bureau, ou je vais présenter ça à un conseil d'administration qui est hyper sourcilleux sur le formalisme parce qu'il y a quelques conflits entre les actionnaires. Ça peut faire partie du prompt et ça influera le texte du commentaire. Ça, évidemment, on ne peut pas nous paramétrer tous ces cas-là et c'est bien là qu'il y aura la valeur de l'utilisateur et le bout qu'il ajoutera à ce qu'on a créé nous pour vraiment avoir toute la pertinence et aussi qui donnera le goût du revenez-y. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dire « Ah oui, là, ça m'aide vraiment. » Et je vais donner un autre exemple dans le cadre de l'entrepreneur qui dicte son devis.
on a fait une petite vidéo de démonstration, mais pour montrer le truc, en fait, on a pris un entrepreneur bulgare. Donc, il parle en bulgare dans son truc et ça fait le devis en français. Parce que ça aussi, c'est complètement possible, parce qu'en fait, et on fait rien de notre côté, on utilise les outils, la traduction bulgare-français, c'est inclus dans l'offre, et puis et derrière, donc nous, on a le composant de création de devis en tant que tel, mais en amont, on peut faire des tas de choses, en fait. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, André, et sur le fait qu'une partie est de votre côté. Il y a la notion d'acculturation qui est super importante. Et là, ma question, elle est aussi pour vous, Raphaël. Vous avez parlé de cette démarche expérimentale tout à l'heure en introduction. Je fais aussi écho au numéro gagnant de François tout à l'heure qui évoquait le chiffre de 47%. 47% n'ont pas encore testé ChatGPT ou une autre intelligence artificielle. Quels conseils vous donneriez aux experts comptables pour vraiment s'acculturer et pouvoir déjà mettre en œuvre, même s'il y a des cas d'usage qui vont être développés dans nos solutions cette année, mais comment s'acculturer de façon proactive justement à cet état d'esprit de la Generative AI? Alors, il y a une première précaution à prendre, évidemment, c'est pour les données confidentielles, parce que tant qu'on utilise ChatGPT dans sa version, disons, brute, c'est des données qui vont ensuite en Amérique, dans la Silicon Valley, qui vont chez OpenAI. Donc il faut faire attention à ça, évidemment, et toujours l'avoir en tête, sachant que de plus en plus, on voit d'autres outils qui apparaissent, et après, il y a des solutions, bien sûr, professionnelles auxquelles vous travaillez, qui permettront de régler ce problème-là. Mais donc, cette précaution prise, je pense que le plus utile, en fait, c'est de tester dans tous les domaines, d'ailleurs pas seulement dans le travail et la vie professionnelle, mais en fait d'essayer de pousser le plus loin possible la machine. Il ne faut pas se contenter d'abord d'une mauvaise réponse. Il y a beaucoup de gens en fait qui essayent ChatGPT, qui lui demandent une chose, notamment qui souvent le traitent un peu comme Google, enfin comme un moteur de recherche, ce qui n'est pas évidemment, et ensuite voient qu'il fait une réponse qui n'est pas tout à fait exacte, et donc se disent en fait ce truc ça sert pas à grand chose, c'est moins bien que Google. Et en fait c'est pas du tout la manière de s'en servir, et ce serait dommage de s'en tenir là. Donc il faut, même quand on a une mauvaise réponse, il faut soit voir qu'en fait c'était peut-être pas le genre de question à lui poser, encore une fois c'est pas une source, c'est un transformateur en fait. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous l'utilisez, c'est vraiment ça. Et on peut même lui demander d'utiliser Google en fait. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là que plus dans ce sens-là. Mais en revanche, il faut donc essayer le plus de choses possible, pousser plus loin quand on a une réponse qui n'est pas tout à fait satisfaisante, mais qui pourrait s'en approcher, il faut lui dire, entre guillemets. Enfin, il faut aussi pousser assez loin l'aspect conversationnel de la chose, parce que ça permet de mieux cadrer au fur et à mesure la demande. Parce que d'une part, c'est comme ça qu'on se rend compte des possibilités de l'outil. Et encore une fois, ça a été dit, je crois, mais même les développeurs de ces modèles de langage ne savent pas eux-mêmes, en fait, a priori, ce dont ces modèles sont capables. En tout cas, ils ne connaissent pas l'exhaustivité des fonctionnalités, disons, de ces modèles-là. Il y a toujours des choses qui apparaissent, et on découvre qu'en fait, les modèles de langage sont capables de faire telle ou telle chose, de jouer aux échecs. Enfin, et ça, c'est un peu des phénomènes qui émergent à l'usage par le fait qu'il y a une telle quantité de données statistiques à l'origine, enfin de paramètres statistiques sur des données énormes. Donc il faut tenter le plus de choses possible dans tous les domaines. Vraiment, je recommande de le faire le plus possible. Et de pousser à chaque fois l'exploration aussi loin possible en essayant de voir ça comme une sorte de défi, en fait, parce que comme un jeu au début, comme un challenge, de voir est-ce que j'arrive à faire à ChatGPT ou à un autre modèle ce que je voudrais, parce que d'abord c'est un petit défi assez amusant, enfin, assez intéressant, et qu'en plus ça apprend ensuite à soi-même à trouver les bonnes manières de demander, à faire donc du prompt engineering comme on dit, et ça c'est une compétence qui est utile à apprendre. Il y a un peu des guides et on peut apprendre à le faire, mais le mieux, c'est quand même rien ne remplace la pratique. Oui, je pense qu'il y a vraiment cette idée, au-delà d'être curieux et d'avancer, c'est surtout ne pas croire qu'à la première question qu'on va poser, on va avoir la réponse définitive. Et il faut être prudent. Alors, soit il répond complètement à côté et on se dit c'est n'importe quoi, soit il répond à compter, mais on ne se rend pas compte, et c'est tellement bien écrit qu'on se dit ça ne peut être que vrai. Et c'est là où, en fait, où est le plus grand des risques. Des fois, c'est impressionnant. On se dit non, mais il a une telle autorité qu'il ne peut pas dire n'importe quoi, mais en fait, si. Donc, il y a dans les premières étapes de l'usage, en fait, il faut vous dire que la réponse à ma première question, ça doit inspirer ma deuxième question. Au sens
où je dis, ben attends, mais et même c'est soit vous avez l'impression qu'il n'est pas juste, et vous dites, non, je pense que c'est pas vrai, et il va aller rechercher d'autres infos. Soit il me dit, je suis pas sûr que tu aies raison, et là il va aller rechercher d'autres infos. Donc il faut vraiment être dans cette logique-là. Nous, bien évidemment, on va beaucoup travailler pour que l'information relative aux chiffres, elle soit indiscutable. Maintenant, quand je reprends mon exemple du conseil d'administration hyper formaliste, même s'il a généré un texte, il est quand même bon de le relire pour voir si effectivement il n'a pas oublié 2-3 trucs en matière de formalisme. Et il ne faut pas se le cacher, c'est quand même une super bonne nouvelle, parce que si à chaque première question, il y avait tout de suite la bonne réponse, je ne donne pas cher de notre avenir à tous. Hein. Donc le fait que ça soit encore un système probabiliste améliorable nous donne encore un espace qu'on appelle l'espace du discernement, c'est-à-dire qu'effectivement, je me donne la capacité de critiquer, évaluer, challenger la réponse. Et en plus, l'outil est bien fait pour ça, parce que quand on critique et challenge, il améliore sa réponse. Il y a encore des moments où il est décevant. Hein, je peux vous dire, vous avancez, il trouve une réponse, vous dites ça y est, on tient le truc, vous réessayez le lendemain, et vous dites il a eu un AVC ou quoi, parce que là vraiment. Et alors en fait, c'est lié aujourd'hui au fait que c'est encore une technologie en mûrissement, et c'est lié aussi au fait que pendant un temps, alors surtout sur ChatGPT, parce qu'il est utilisé par énormément de monde, c'est soit vous y aviez accès, soit vous n'y aviez pas accès. Donc ils vous disaient, là je ne peux plus, etc. Maintenant, ils ont créé un système de services dégradés, c'est-à-dire que comme ils ont trop de pas d'accès, donc vous avez accès, mais vous n'avez pas toute la puissance du modèle, vous n'en avez qu'une partie, et quand vous voyez la réponse, effectivement, c'est beaucoup plus pauvre que la fois d'avant. Ça, je pense qu'on est dans ces phases de réglage, de gestion de croissance. C'est aussi pour ça que nous, on ne regarde pas que ChatGPT et OpenAI, on regarde tous les modèles, parce qu'ils ont tous des qualités, des défauts, des contextes dans lesquels ils sont intéressants, d'autres moins. On s'intéresse aussi à des outils qui nous permettront de gérer, c'est pas de prendre un modèle une fois pour toutes, mais suivant un cas, on prend tel modèle ou tel modèle, et c'est l'outil qui administre le choix du modèle, parce que ça nous permettra d'aller plus vite et de ne pas être autant limité. Et les critères sur les modèles, c'est d'une part la pertinence, mais aussi le coût, parce que il y a des modèles qui sont beaucoup plus coûteux sur certaines situations que d'autres. Deux petites choses que je voudrais ajouter, parce que je trouve que c'est utile de les avoir en tête quand on dialogue avec ChatGPT ou d'autres modèles. La première chose, c'est que c'est des modèles qui fondamentalement, il faut s'en souvenir, ils ne font que compléter du texte. Enfin, c'est comme ça qu'ils sont entraînés. Ils complètent des débuts de texte avec des fins de texte probables. Donc c'est ce qui fait que quand on a une question, en fait la question c'est un début de texte du point de vue de ChatGPT. Et donc quand la question est bien posée, ou qu'elle est posée de manière très professionnelle, ou qu'elle montre que la personne qui la pose s'inscrit dans un certain registre, dans un certain degré de détail dans ce qu'il veut avoir, la réponse a plus de chances d'avoir elle-même le même degré de détail et de professionnalisme, etc. et de compétence. Donc si vous écrivez une question avec des mots qui n'ont rien à voir ou qui sont un peu incohérents, etc., ça va se sentir sur la qualité de la réponse. Et la deuxième chose, c'est que comme ce n'est un outil qui ne fait que produire du texte, il faut s'enlever l'idée que c'est comme un être humain, c'est-à-dire que nous, on pense en même temps qu'on réfléchit, enfin, ou avant de réfléchir, ou en même temps, plutôt pas après. Et donc, tout ce qu'on dit, ce n'est pas tout ce qu'on pense. Et quand on résout un problème de maths, on peut donner la solution, mais avant, on a un peu réfléchi aux étapes, entre guillemets. ChatGPT, un modèle de langage, ne réfléchit pas en dehors de ce qu'il écrit, en fait. Et donc, c'est pour ça, par exemple, que quand on lui demande, avant de répondre, de réfléchir étape par étape sur sa solution, la réponse est bien meilleure, en fait. Parce que, évidemment, par exemple, si on prend un problème, une sorte de petite énigme piégeuse du genre j'ai 3 frères, chacun de mes frères a 2 sœurs, combien ai-je de sœurs au total? Si on répond très vite comme ça, par réflexe, on se dit 6. Alors qu'évidemment, en fait, non, il y a 2 sœurs. Et ChatGPT, si on ne lui demande pas de réfléchir étape par étape, alors version 4, je ne sais plus, mais la version 3, par exemple 3.5, dirait justement, il y a 6, 3 fois 2. Quoi. Et si on lui demande en revanche de détailler le raisonnement, il va se dire, ah oui, mais en fait, chaque frère a forcément les mêmes sœurs, et donc il ne faut pas multiplier, et donc c'est que 2.
Mais si on ne lui donne pas cette possibilité de réfléchir, entre guillemets, par écrit, il ne peut pas vraiment le faire, il va juste donner ce qui lui vient le plus probable, c'est-à-dire 3 x 2. Et donc c'est important aussi de se souvenir que ça ne fonctionne pas comme nous. Enfin, et c'est tout notre challenge à nous d'amener le contexte global, dossier, le contexte de l'entreprise, contexte quand on est en TPE de l'entreprise, du cabinet, du collaborateur, du dossier sur lequel pas des chiffres, mais de la restitution attendue. Tout ça doit être emmené, on le fait travailler par le LLM, le ChatGPT ou autre, et on a un résultat. Et ce résultat-là doit être challengé aussi par rapport à des règles qu'on a instruites, pour que ça puisse être pertinent pour le collaborateur. Et ce contexte-là peut être, ce résultat-là peut être un texte, mais peut être aussi une action. Un texte qui est un code que l'on va appliquer dans l'application pour que ça fasse une action. Donc c'est tout notre challenge aujourd'hui sur comment intégrer l'usage de ces LLM dans l'application. Merci Reda. Je voudrais qu'on se garde 5 minutes pour parler de la déontologie et de la conformité, mais avant ça, François, est-ce que tu veux compléter par quelques cas d'expérimentation spécifiques pour les experts comptables ? Alors, moi, j'ai pas de cas. On en connaît en fait. On a des cas d'expérimentation que certains cabinets utilisent. Donc, ça peut être la rédaction de mails, ça peut être aussi la réaction avant un rendez-vous client, par exemple prospect, ou la restitution en fait des comptes. On peut avoir en fait certains cabinets. Enfin, j'en ai parlé avec certains experts comptables qui vont aller faire une étude de secteur pour la présenter et pour comparer, etc., etc. Donc ça, c'est possible. Moi, ce que je voulais plus dire par rapport à ça, c'est vrai que comme dans toute innovation, et c'est une innovation profonde, elle sera aussi profonde que les cas d'usage seront importants, mais ce qui est essentiel, c'est l'adoption. C'est-à-dire qu'en fait, toute innovation, vous avez en fait des calages très importants en fait, dans certaines entreprises, ou ça peut être aussi dans les cabinets, parce que quand on doit adopter une innovation, il y a toujours un temps perdu, un temps douloureux, avant de pouvoir gagner du temps. Alors peut-être, en fait, ce qui peut être fait dans certains cabinets, pour ceux qui le souhaitent, c'est de commencer à acculturer vos collaborateurs à ça. Ça va devenir, comme tu le disais tout à l'heure, un petit jeu. Parce que des rituels. Des rituels. Et des rituels aussi. Et des rituels, pardon. Ouais. Donc ça peut être, effectivement, assez amusant. Et ça va les emmener petit à petit là-dedans. Par contre, et ça on va y revenir, il faut que ça soit cadré. Je veux rappeler quand même l'histoire de Samsung, avec un compte-rendu de COMEX qui s'est retrouvé qui a été balancé en fait dans ChatGPT et qui maintenant est lisible. Alors, je ne sais pas si ça a été supprimé ou pas, mais qui est lisible en fait par le monde entier. Donc c'est vrai qu'il y a et la profession est particulièrement, en tous les cas, particulièrement attendue sur sa conformité. Et ça, je vais y revenir. Oui, on va partager quelques précautions très concrètes pour pallier à ces risques. Je voudrais juste vous demander un petit mot d'intro, Raphaël, et là je fais appel à votre casquette de magistrat. Est-ce que vous pourriez nous donner un bref résumé de l'état de l'art en termes de réglementation ? Le 9 novembre dernier, il y a quelques lignes directrices qui ont été posées dans l'acte, le IA Act. Est-ce que vous pourriez nous faire un panorama avant que François nous revienne avec des cas, des précautions très concrètes ? La première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas encore... Ça marche, oui. Pas encore vraiment de réglementation spécifiquement dédiée. C'est justement en cours de discussion en Europe dans le cadre des discussions au Parlement européen. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est un vide juridique, en fait. Moi, ma position là-dessus, c'est qu'en fait, dans beaucoup de cas, on peut rattacher l'utilisation de l'IA générative à des concepts et des pratiques juridiques qui en fait existent. Par exemple, alors je sors du cas des experts comptables, mais pour les questions de droit d'auteur, pour les artistes ou les écrivains, on a déjà évidemment des règles et des lois qui punissent la contrefaçon, le plagiat, l'usurpation d'identité, etc. Donc si le problème c'est qu'on a une œuvre d'art qui ressemble beaucoup trop à une autre œuvre d'art, en fait c'est un cas qui se présentait déjà avant les IA génératives. Donc après il y a des questions très spécifique à l'entraînement des modèles sur des textes, des données, etc., qui n'auraient pas été acquises avec le consentement de leurs auteurs. Ça, c'est un cas spécifique et qui donc n'est pas encore vraiment tranché par la justice. Il y a des procès qui sont en cours aux États-Unis, donc on va voir ce qu'il en sort et comment la jurisprudence se décante là-dessus. Mais donc,
pour l'instant, c'est encore assez indécis. En Europe, on a le fameux AI Act qui donc a été discuté effectivement avant Noël. Il y a eu un accord provisoire qui a été atteint. Donc, il reste encore à définir les détails, et le diable se niche dans les détails, surtout dans ce genre de domaine de régulation. Mais le principe général est plutôt intéressant, puisqu'il s'agit de hiérarchiser en fait la régulation en fonction des risques de différents types de modèles. C'est de se dire, il y a des modèles qui, à cause de leur cas d'usage ou à cause de leur puissance, représentent un risque particulier, et donc ils ont des exigences de régulation qui seront plus grandes dans leur utilisation et leur développement, et d'autres qui au contraire finalement sont assez inoffensifs, et donc ils ont une réglementation très légère avec peut-être juste des obligations de transparence pour dire que ça a été fait avec une IA, des choses comme ça. Après, évidemment, toute la discussion, ça va être de dire qu'est-ce qui se classe dans quel risque, et ensuite quelles règles on applique en fonction du degré de risque. Sachant que ça va encore sans doute bouger, parce que vous avez peut-être vu que la France a réagi de manière assez offensive sur l'accord provisoire en disant que, ok, très bien la régulation, mais il faut faire attention non plus à ne pas brider les capacités d'innovation et de développement des startups et des entreprises européennes. Et je pense qu'on a plutôt eu raison d'ailleurs de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un peu la course, notamment dans des institutions de régulation, à se dire on va être les premiers à réguler, mais en soi être les premiers c'est pas si intéressant que ça. Ce qui compte c'est d'avoir une bonne régulation. Donc tout ça est encore amené à évoluer, mais ce qu'il faut retenir pour l'instant c'est plutôt en fait de la protection par rapport au risque stratégique, disons comme dans le cas de Samsung, et au risque juridique qui est déjà existant en fait et qui se rattache à des pratiques non IA. Merci beaucoup Raphaël. Donc on a ces éléments de contexte. Maintenant, il y a quand même des bonnes pratiques très concrètes pour préempter ces risques. Est-ce que tu peux en positionner quelques-unes, François, notamment sur la gouvernance, les outils ? Oui, juste pour ajouter, c'est vrai j'assistais à une conférence dans laquelle tu intervenais, où il y avait le directeur juridique de Google, en fait, directeur juridique monde de Google qui intervenait et qui nous disait ce que vous faites en fait en Europe est formidable, mais par contre, faites attention à une chose. Quand on régule, il faut réguler ni trop tôt, ni trop tard. Si vous régulez trop tard, le mal est fait. Et voilà. Si vous régulez trop tôt, vous cassez en fait vous cassez l'innovation, et puis du coup on prend du retard par rapport au reste du monde, etc. Donc ça c'est vraiment le grand défi qui nous est posé, et c'est pour ça que effectivement la France et particulièrement l'Allemagne, je crois aussi un peu circonspect par rapport à ça. Et puis c'est vrai qu'on a aussi on a un acteur qui est intéressant en fait en France et qu'on n'a pas envie de voir freiner. Je crois que c'est Mistral. Donc voilà. Et puis il y a Cégide aussi. Donc bon, bref, donc il faut réguler. Ça c'est sûr, mais ni trop tôt, ni trop tard. Maintenant. Dans l'utilisation, c'est vrai que l'utilisation de l'IA générative, notamment, il va y avoir plein de questions qui vont se poser et que les acteurs, les entreprises, etc., vont se poser. Parce qu'on a quelques cas, notamment de révélation de données, etc. Et c'est là, en fait, je trouve que vous avez, expert comptable, une position qui est extrêmement favorable. Pourquoi ? Parce que vous avez la confiance de vos clients. Et pourquoi vous avez la confiance de vos clients ? Parce que vous êtes les garants de la conformité. Vous avez prêté serment de faire respecter les lois dans vos travaux et auprès de vos clients, dans tous vos travaux. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, vous avez des contrôles qui sont très importants. Et donc, vous êtes des gages de confiance. À telle enseigne qu'à mon avis, à travers l'IA Act, on va voir ce que ça donnera, mais peut-être même qu'il vous reviendra certaines missions de contrôle de conformité. Ça, c'est possible. Comme on le voit avec le CSRD. Voilà. Ouais. Je regarde Antoine parce qu'il s'en occupe particulièrement. Donc, je pense que vous aurez possiblement aussi des missions de conformité. Alors, avant ça, la conformité pour soi-même, parce qu'il faut se l'appliquer soi-même avant. Bon, moi, je vais vous redonner 2 numéros. Et je pense que là, vraiment, peut-être certains d'entre vous pourront gagner au loto. Il y a 2 numéros, le 12 et le 21. Le 12, c'est l'article 12 de l'ordonnance de 1945 qui vous s'impose le secret professionnel, mais c'est un secret en fait pénalement sanctionné, qui vous impose à vous et à vos collaborateurs. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'en fait vous devez mettre en place des règles de gouvernance. Et nous, quand on met des outils, quand on travaille en fait sur l'IA générative,
quand on met des outils à votre disposition, depuis 1983, on a toujours été très attaché à la conformité. On a une armée de juristes, de fiscalistes chez nous pour faire notre moteur de liasse fiscale. On est parmi les éditeurs qui contrôlent eux-mêmes leur moteur de liasse fiscale. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel, en fait. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est que cet article 12, vous ne soyez jamais pris en défaut par rapport à ça. C'est-à-dire que le secret professionnel... Donc, c'est notre IA génératif, bien sûr, elle sera, quand vous l'utiliserez, elle sera forcément totalement étanche. Il n'est pas question de vous mettre en défaut par rapport à ça. Deuxième article, l'article 21. L'article 21, c'est celui, je trouve aussi, c'est celui sur la responsabilité. Je crois que j'ai confondu, en fait, j'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. Donc 12-21, on va le remettre dans le bon ordre, j'ai une petite absence. Mais vous avez en fait un article dans l'ordonnance de 45 qui vous impose d'être responsable de vos travaux. Et pour ça, vous avez des normes. Donc après, l'article 147, là par contre, c'est juste, l'article 147 du Code de déontologie qui vous impose d'être responsable de vos travaux. Et vous en êtes garant auprès de vos clients. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas vous fier sans avoir un degré de certitude au résultat en fait, de ce que vous donne une IA, même si elle est générative. Alors bien sûr, vous pouvez faire confiance à un résultat informatique, grosso modo, qui vous dirait que 1 + 1 = 2. Là, jusque-là, vous n'allez pas prendre un grand risque. Mais vous avez un devoir, et je pense que c'est aussi inscrit dans l'ADN de la profession, un devoir de vigilance, de scepticisme, grosso modo, par rapport à une réponse qui serait générée et qui pourrait prêter, en fait, à caution. Donc, et c'est là ce que vous allez apporter, je pense, cette supplément d'âme que vous allez apporter par rapport à ces nouvelles technologies, que vous allez apporter à vos clients, c'est une assurance. Vous êtes des professions d'assurance, parfois modérées, mais vous connaissez tous les degrés d'assurance. Et ça, vous le faites à travers... Vous avez une norme de travail, la NPMQ, qui détaille la manière dont vous allez adresser cette assurance. Et ça, je pense que c'est encore une fois un atout dont vous devez que vous devez mettre en œuvre en mettant en place une gouvernance. Merci François. Intarissable sur le sujet juridique aussi. La boucle est bouclée avec des chiffres clés. André, un dernier commentaire et puis après on va prendre quelques questions. Sur cette question de responsabilité sur les données qui sortent de chez vous, c'est à la fois une problématique d'engagement, mais ça serait, je pense, demain une problématique de relation client. Je vais vous expliquer un scénario qui, s'il ne vous est pas encore arrivé, va vous arriver. Vous allez avoir un client qui vous appelle en disant « Écoutez, j'ai bien vu votre analyse, mais moi, ChatGPT m'a dit que... » Et donc, c'est qui a raison? Et donc, votre capacité à analyser le produit de l'IA générative, à le décomposer, voire à conseiller à votre client, pose-lui aussi cette question pour vérifier qu'il n'est pas en train de te raconter n'importe quoi. Ça va être essentiel. Parce que sinon, vous allez rentrer dans ce débat où vous allez être mis en concurrence avec ChatGPT, ça fait de la gestion. Hein, et je pense que, ok, oui, je sais que ça fait de la gestion, je m'en sers aussi, mais une fois qu'il m'a donné une réponse, voilà par quel chemin je passe pour vérifier qu'il n'est pas en train d'halluciner, comme on le dit. Et partager ça aux clients, ça réinstalle votre autorité, votre fiabilité, etc. Donc je pense que ça arrivera et qu'il faut s'y préparer. Merci André. On va se garder quelques minutes pour prendre des questions. Peut-être que maintenant il y a des questions qui sont arrivées via le chat. François, un mot de conclusion et peut-être aussi quelques prochains rendez-vous. Oui, c'est surtout ça, parce que là, on vous a donné les pistes sur lesquelles en fait on fait plus que réfléchir, on implémente. C'est vrai que et on peut le faire parce que, plus particulièrement sur CJLoop, on peut le faire parce que on a pris cette décision effectivement d'aller vers le SaaS et ce qui nous permet d'implémenter au fil de l'eau ces innovations.
Et ça demande effectivement beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'enthousiasme, mais au moins, ça, on est capable de vous l'apporter au fil de l'eau. Et ça sera, je pense que c'est ce qu'on veut, en fait, c'est que ça puisse faire la différence pour nos clients. Voilà. Donc, et ça, on est vraiment vigilant là-dessus. Maintenant, en fait, on ne vous a pas dévoilé ce qu'il y avait dans les produits exactement. On vous a donné, c'est une sorte de teaser, en fait, hein, on fait du teasing. Mais ça, c'est pour vous préparer en fait, à la prochaine réunion. Ça sera le 13 juin prochain, oui, à la station F, oui, dont on est partenaire, et où on vous présentera dans les produits en fait ce qu'on fait fonctionner, et puis ce qui sera un premier pas vers plein d'autres choses, mais qu'on va aussi construire avec vous, parce qu'en fait on a beaucoup en fait d'échanges clients pour savoir en fait ce qui vous va, ce qui vous va pas, parce que c'est l'usage en fait qui fait l'innovation. C'est l'intérêt de l'innovation, c'est pas purement théorique. Voilà. Et en attendant, on travaille sur. On a un think tank qui s'appelle la Centrale 45-2. Et on a encore des chiffres. Ouais, encore des chiffres. Et on a décidé en fait de faire notre prochaine livraison en fait notre prochain opus justement sur l'IA générative et avec l'interview de plein de personnalités. Et j'espère qu'on aura Raphaël aussi qui nous fera un petit quelque chose là-dessus. Voilà. Merci beaucoup François. Donc des choses au fil de l'eau et un grand rendez-vous le 13 juin prochain. Vous serez bien sûr tenu au courant par nos communications. Est-ce que dans la salle vous avez quelques questions? Je sais qu'il y en a en ligne, mais je m'adresse d'abord à vous. Hop, je vous apporte le micro. Bonsoir, je pose la question au magistrat. Comment il utilise dans son activité professionnelle l'intelligence artificielle? Bonne question, et j'aimerais bien pouvoir l'utiliser plus que ce ne l'est aujourd'hui. En fait, le problème qu'on a, c'est justement que ChatGPT a ce problème de confidentialité des données quand on l'utilise tel quel. Donc, on ne se permet pas de mettre des dossiers de nos affaires dans ChatGPT. Donc, malheureusement, j'aimerais bien pouvoir l'utiliser plus si on avait des outils sécurisés faits par l'administration, avec un cloud public. On aurait la certitude que les données ne sortent pas. Parce que clairement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, et jusqu'à assez récemment, le débat sur l'IA dans la justice, ça tournait beaucoup autour de l'automatisation de la décision de justice, ce qui posait tous les problèmes éthiques et déontologiques que vous savez et que vous imaginez. Et je trouve que l'avènement de l'IA générative permet de contourner en fait ce problème-là en disant déjà que pour gagner en productivité dans la justice, qui intéresse tout le monde, on peut faire beaucoup pour aider à la rédaction et à l'analyse de dossiers, mais en fait tout en laissant le magistrat entièrement libre des décisions qu'il prend, sans du tout chercher à automatiser la décision elle-même. Donc ça, je trouve ça assez prometteur. Je pense qu'on y arrivera un jour, mais il y a une certaine inertie à la fois dans l'administration et en particulier dans la justice, qui fait que ça va forcément prendre un peu de temps. Mais en tout cas, pour l'analyse de dossiers, repérer les différents moyens, les données, analyser les pièces jointes, etc., pour ensuite faire de la rédaction une fois que le juge a déjà tranché sur les principales questions qui se posaient dans le litige. Il y a évidemment plein de choses à faire. Pour le greffe aussi, ce serait extrêmement utile. Donc je pense qu'on pourrait gagner en temps de traitement, en durée de traitement des dossiers de manière vraiment importante. Mais voilà, il faut qu'il y ait cette infrastructure derrière pour pouvoir le faire de manière sécurisée. Merci. Manon, peut-être une question en ligne? On va te donner un micro. Merci. Merci. Alors, on a une question de Antoine. Justement, tu parlais, François, de responsabilité. Donc, quels défis juridiques l'IA générative pose-t-elle, notamment en termes de responsabilité en cas d'erreur ou de préjudice causé par ces systèmes? En tant que cabinet comptable soucieux de la confidentialité et de la sécurité des données de nos clients, je m'intéresse sur l'utilisation de l'IA générative dans nos logiciels comptables. Pouvez-vous m'assurer de l'origine et de la propriété des modèles de l'IA que nous utiliserions? Il y a beaucoup de questions. Alors, sur la responsabilité, justement, dans l'IA Act, parce que tout ça, ça fait appel à des mécanismes de responsabilité classiques, en fait, de responsabilité contractuelle ou de responsabilité extra-contractuelle, le cas échéant, qui est très bien, en fait. Il y a des règles, hein, et notamment sur la responsabilité des produits défectueux, il y a des règles présentes actuellement dans notre corpus juridique. Pour autant,
c'est vrai que ce qu'on voit dans l'IA Act, il y a deux grands pans de réglementation, il y a un régime d'autorisation qui pourrait être mis en place pour des activités sensibles. Voilà. Et puis, en fait, il y a une prise en compte, j'imagine que c'est notamment dans le droit de la preuve, prise en compte, en fait, justement, d'un produit défectueux, des conséquences d'un produit défectueux. Donc ça a à voir, en fait, avec notre responsabilité, nous, Cegid, en tant que fournisseur d'un produit qui pourrait donner des résultats défectueux. Maintenant, ce qu'on dit bien à travers ça, c'est que nous, on ne garantit pas les résultats. Il y a parfois, on est vraiment capable quand on vous dit qu'un plus 1 égale 2, vous pouvez nous croire. Je pense qu'en fait, mais parfois, vraiment, et c'est là où l'intervention, même quand vous utilisez les résultats en fait d'un logiciel d'expertise comptable, vous avez en fait, ça fait appel bien sûr à votre responsabilité vous-même et votre discernement, et c'est vous en fait qui allez porter en fait ça. Vous devez contrôler absolument les résultats. Et là, ça fait appel à des mécanismes de responsabilité classiques qu'on retrouve dans l'expertise comptable, qui sont aussi couverts par l'assurance. Et qui relève d'une obligation de moyens en règle générale. Vous n'avez pas d'obligation de résultat. Donc c'est vrai que devant le résultat que présenterait une IA générative, vous avez le devoir de contrôler, mais en mettant les moyens adéquats pour contrôler, mais vous n'avez pas d'obligation de résultat. Et puis après, nous, ça sera la réglementation qui s'appliquera pour nous, c'est la réglementation, encore une fois, sur les produits défectueux. Juste un petit commentaire par rapport à la question. Aujourd'hui et pour l'instant, nous n'aurons pas notre modèle d'IA. C'est un investissement qui ne nous est pas accessible. Je dis aujourd'hui parce que peut-être que demain, les coûts cloud pour créer son propre modèle deviendront plus accessibles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est affiner les modèles. C'est-à-dire que les modèles proposent des techniques pour... Alors, ce n'est pas les rendre plus pertinents en général, mais c'est, dans un contexte particulier, leur apporter plus d'informations pour qu'ils soient plus pertinents dans ce contexte. Donc ça, c'est effectivement une chose sur laquelle on travaille. Manon, il y a une autre question? J'en ai d'autres, oui. Toujours Antoine, et là c'est pour Reda. N'avez-vous pas peur d'utiliser une technologie aussi lourde et gourmande en ressources pour des tâches dites répétitives qui pourraient être traitées par des technologies plus classiques et moins gourmandes? Y a-t-il réellement une plus-value? Oui, on l'a constaté, parce que typiquement, la génération des écritures, le fait de trouver le bon libellé à partir de la facture, on a essayé. Et on a essayé longtemps, on a essayé de parler les algos, proposer des choses que le collaborateur fait, mais ça va toujours plus vite. C'est ce qu'on a constaté. Le résultat qu'on a, il est tellement instantané et tellement juste, et qui peut être pour tout public juste, qu'en fait, on va l'utiliser, ce type de techno. Une précision. Tout ce qui marche déjà dans nos offres, on ne va pas le refaire avec de l'IA générative. Hein. Ça marche, c'est bien. Donc, toutes nos réflexions, c'est ce qu'on met au-dessus. Donc, la reconnaissance de caractère, la prédiction d'imputation comptable qui existe déjà, effectivement, ça serait idiot de prendre des technologies qui sont 10 fois plus chères et qui ont des impacts carbone 10 fois plus importants pour faire la même chose. Donc, on réfléchit vraiment à ce qu'il y a au-dessus. Oui, et surtout, si les tâches répétitives peuvent être faites par de l'algo, oui, on ne va pas hésiter. Ça coûte beaucoup moins cher que l'usage de l'IA générative. Par contre, l'IA générative pourra nous aider à faire ces algos pour les construire. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille, parce que l'IA générative révolutionne non pas nos produits, mais aussi notre façon de travailler, en fait. Peut-être ce qu'on peut dire pour être plus... Vous savez, finalement, le processus comptable, on peut le décomposer en 4. Hein. Vous avez la collecte, vous avez la comptabilisation, après vous avez la révision, et après vous avez la restitution. Sur l'IA classique, le machine learning, tel nous, on a notre propre système de machine learning, c'est pour ça qu'on est plus performant que d'autres. Voilà, je l'ai dit. Mais c'est vrai qu'on a un modèle très performant, mais
Ça, c'est... Enfin, je ne veux pas dire que c'est le monde d'avant, mais c'est déjà fait, quoi. Hein, on arrive à des résultats à quasi 100%, et ça n'a pas le même coût en fait, que l'IA générative. L'IA générative, en fait, l'apport que ça va avoir, ce qui va être phénoménal, c'est surtout en fait, sur la révision et la restitution. Même s'il y aura de l'IA générative dans les deux processus auparavant. Et c'est là en fait, où ça va faire où on va automatiser en fait, la chaîne quasiment toute la chaîne de production, et pour permettre au cabinet, aux collaborateurs, de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le rapport avec le client, le dialogue avec le client, et puis aussi d'autres tâches, d'autres missions en fait, qui vont être de plus en plus demandées. La facturation électronique, encore une fois, c'est une révolution de l'espace-temps. Ça va vous ouvrir des tonnes de demandes de la part des clients. Et moi, personnellement, je préfère que ce soit vous qui le fassiez. En plus, avec votre déontologie et voilà, je préfère que ce soit vous qui le fassiez plutôt que d'autres. Voilà. Donc, nous, on est là pour ça, pour vous permettre d'adresser ces nouvelles missions. Une dernière question dans le chat de Nicolas. Bonsoir, on constate que l'IA générative fonctionne sur des prédictions. Il semble assez difficile d'emmener certains collaborateurs qui sont très pragmatiques et routiniers sur ces changements importants, surtout dans des délais courts. Quelles seront les modalités de mise en place imaginées par Cegid pour accompagner les usagers et comment coordonner la maîtrise de l'outil technique avec la culture qui assurera la sécurité ? Alors, il n'y aura pas de rupture complète, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper comment l'application fonctionne aujourd'hui avec les usages des collaborateurs qui fonctionnent de manière classique. Pour autant, on va faire évoluer certaines fonctionnalités qui seront perceptibles et qui amélioreront de manière crescendo le quotidien des collaborateurs. Il y a de toute façon, qu'il y ait de l'IA générative ou pas, la conduite du changement sur un collaborateur est toujours compliquée. Tout le monde ne passe pas, ou tout le monde ne passe pas au même rythme, ça va être la même chose. Et la rupture ne va pas être aussi violente que l'on imagine. Et moi, en plus, je pense que c'est plutôt sain dans une équipe de ne pas avoir un enthousiasme général sur l'IA générative, c'est-à-dire d'avoir un mix de gens qui vont vraiment à fond et un mix de gens qui sont plus circonspects. On peut en tirer parti parce que, comme je disais, ces outils-là, c'est des outils qu'on peut challenger en permanence. Et donc, on peut en tirer parti en mettant les enthousiastes à l'exploration et les circonspects au challenge. C'est-à-dire, OK, il t'a dit ça, pose-lui donc telle question sur le... Donc, ces fameux collaborateurs très rigoureux, qui s'en laissent pas compter, qui, si c'est pas prouvé par A plus B, que c'est C, mais que c'est 90% de chances que ça soit C, et ben, ils vont trouver des modes de questionnement pour challenger les outils d'IA générative que les purs enthousiastes ne trouveront pas. Donc, de mixer ces compétences, à mon avis, c'est plutôt une garantie supplémentaire d'arriver à la réponse la plus exacte. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous les quatre pour vos contributions. Ah, tu as peut-être un dernier mot, Reda ? Non, je vais dire merci et bonne année. Et merci pour vos contributions à tous les quatre. Merci aux participants qui étaient sur Teams. Et je vous propose qu'on se retrouve pour un verre dans la pièce d'à côté. Et je vous dis je vous donne rendez-vous le 13 juin pour les prochaines étapes. Merci. Bonsoir.